Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les titres de cette édition. Voilà justement nos titres. Ce samedi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Dabakala. Il va procéder au lancement du PRODERSICH, le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire pour la réalisation de plus de 1600 km de lignes de réseau de transport en énergie. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques a ouvert ses portes hier vendredi ici à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'invité spécial est la princesse du Koweït, Sheikha Issa Saad Al Sabah. Au Mali, la campagne pour la présidentielle a démarré officiellement ce samedi. 24 candidats sont en lice et briguent tous la présidence. Le premier tour de l'élection est prévu le 29 juillet. Les candidats ont 21 jours pour convaincre les 8 millions d'électeurs maliens. Bienvenue mesdames et messieurs et merci de suivre les informations sur RTI 1. Il pleut actuellement sur le district d'Abidjan de façon intermittente. La pluie a débuté depuis ce matin. Il pourrait y avoir des inondations. Il est fortement recommandé aux uns et aux autres la prudence. En tout cas, la prudence est recommandée à tous les Ivoiriens. Ce samedi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Dabakala. Il va procéder au lancement du PRODERSICH, le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire pour la réalisation de plus de 1600 km de lignes de réseau de transport en énergie, l'extension et la réhabilitation de 26 postes de transformation. Sur place, la mobilisation bat son plein. Et cette visite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a aussi l'occasion de lancer les travaux de bitumage des voies de Dabakala et de communier avec les cadres et les populations de cette localité. Et justement, les populations de ce département vont aussi rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement, ses activités. Les guides religieux et les populations de Dabakala les ont confiés à Dieu. Et c'est en présence de notre reporter Léon Broukwame de RTI Boaké. Regardez. Mosquée Safina Tournandja, commune de Dabakala. Élus, cadres et guides religieux ensemble pour une lecture coranique. Des prières et bénédictions sont également dites pour la paix en Côte d'Ivoire et les dirigeants du pays, en l'occurrence le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vraiment, on est très contents. Le peuple djimini, les imams, les chrétiens, on s'est réunis ici aujourd'hui pour prière. On a fait 549 fois pour la Côte d'Ivoire, pour le président. On prie Dieu pour l'élection qui vient, qui arrive, pour que ça se passe normal. Cette prière aussi pour recommander à Dieu la cérémonie d'hommage des peuples Djimini et Yamala au chef de l'État, reconnaissance pour le développement impulsé par le président Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire et particulièrement au département de Dabakala. Le président a entrepris d'énormes chantiers en matière donc de remise en état des infrastructures sociales donc, de notre département. Les secteurs de l'électrification, de l'eau, de l'éducation ont été tous touchés et je pense que le département est en train de changer favorablement et donc c'est pour cela que les populations ont décidé de lui rendre hommage. Entre autres retombées de la politique du chef de l'État pour Dabakala, la promotion des cadres, l'électrification rurale. Ici, le boom sera réalisé à travers le poste électrique de 225 kVA dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va officiellement lancer les travaux de réalisation ce samedi 7 juillet à Dabakala. Léon Broukwame, la Banque mondiale a approuvé à Washington, aux États-Unis d'Amérique, 2 projets majeurs dans le cadre de son soutien au développement économique de la Côte d'Ivoire. Le premier concerne l'amélioration de la gestion urbaine dans le district d'Abidjan. Le second est relatif à l'optimisation
des résultats financiers du secteur de l'électricité. Ces projets bénéficient d'une garantie de prêt de l'Association internationale de développement IDEA portant sur le montant de 330 milliards de francs CFA. Aboubakar Chekekone. Le premier projet d'un montant d'environ 173 milliards de francs CFA est un appui à la compétitivité du Grand Abidjan. Il a pour objectif d'aider la Côte d'Ivoire à résoudre les problèmes provoqués par l'afflux massif de population vers la seule ville d'Abidjan. Ce prêt prévoit ainsi la construction de logements, la création d'emplois ainsi que la mise en place des services publics de meilleure qualité pour les habitants des 19 municipalités composant le Grand Abidjan. Autre axe de ce projet, le port autonome d'Abidjan. Comment rendre plus compétitif ce secteur stratégique de l'économie ivoirienne? Des investissements sont prévus à cet effet grâce à ce prêt pour régler les problèmes opérationnels et d'accessibilité qui menacent l'essor et la compétitivité du port d'Abidjan. Quant au second projet relatif au secteur de l'énergie, il porte sur une enveloppe d'environ 155 milliards de francs CFA. Objectif, aider à conduire les opérations de refinancement de la dette de Côte d'Ivoire Énergie, au nombre desquelles l'introduction de l'entreprise sur les marchés bancaires locaux et internationaux. Une fois les arrêts apurés, le projet bénéficiera également aux prêteurs commerciaux, aux producteurs indépendants d'énergie et aux fournisseurs de gaz. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a pris part hier vendredi à une action de lutte contre l'insalubrité à l'ancien camp d'Akwedo. Cette opération a mobilisé les militaires du nouveau camp et ceux de l'ancien camp ont assisté de leurs épouses. Un prix portant le nom du président de la République, Alassane Ouattara, sera institué pour récompenser la caserne la plus propre du pays. Wilfried Hermanedjivé. Une semaine pour intensifier la lutte contre l'insalubrité dans les casernes militaires. Une initiative soutenue par l'état-major général des armées et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a tenu en personne à se rendre à l'ancien camp militaire d'Akwedo, où l'attendaient les militaires du nouveau camp de l'ancien camp, assistés de leurs épouses. Opération qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des militaires. Le plan d'urgence qui consiste à réhabiliter les casernes, nous avons pensé qu'il était important d'accompagner ce plan en donnant une certaine éducation civique à nos hommes. Je vous encourage, au-delà de cette semaine, au-delà de cette cérémonie, à vous approprier la valeur de la propriété et les valeurs de préservation de l'environnement. J'attache du prix à ce concours. Et je vais déjà vous annoncer que nous allons doter ce concours d'un prix. La caserne qui va remporter ce prix, je vais instituer un prix du nom du chef de l'État, chef suprême des armées, doté d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Et après que nos casernes aient été propres, nous allons donner l'exemple dans la cité. Montrer comment les militaires, les épouses de militaires peuvent donner l'exemple pour que tout le monde soit propre. Entouré de ces hommes, Ahmed Bakayoko donne l'exemple et donne le coup de pelle qui inspire le reste de la troupe. L'opération se poursuivra jusqu'au mois de novembre. Un jury visitera chacun des bataillons pour identifier le bataillon le plus propre. Toutes les casernes du pays sont concernées par l'opération. Au nombre de celles-ci, les 14 casernes qui composent l'armée de terre. Reportage signé Wilfried Hermanedjivé. Ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte la connaissance des populations de la ville d'Abidjan que dans le cadre des préparatifs de la fête nationale 2018, les forces de défense et de sécurité exécuteront un exercice de défilé l'après-midi du dimanche 8 juillet 2018 dans la commune de Trècheville. Ainsi, la route allant du premier feu à la descente du pont Félix Houphouët-Boigny jusqu'au Palais des Sports sera fermée à la circulation ce dimanche 8 juillet 2018 de 14h à 18h. Un plan de circulation alternatif sera mis en place pour les usagers du pont Félix Houphouët-Boigny, communiqué signé Sidiki Diakité. L'habitat en milieu
urbain est de plus en plus défiguré. Les quartiers issus de promotions immobilières, quoique planifiés, sont aujourd'hui à l'épreuve du désordre. Les quartiers précaires représentent aussi un défi pour les municipalités. Leur restauration implique un ensemble de mesures liées au foncier et à l'assainissement. Didier Nguessan, Christelle Ménon, c'est notre dossier de ce 13h. Vivre en ville, un Ivoirien sur deux est concerné. Deux types d'habitats se côtoient à Abidjan, comme ici à Yopougon, à l'intersection de deux quartiers, l'un planifié et l'autre irrégulier. Des cadres de vie différents, au destin mêlé. Le quartier planifié, quoique désormais vétuste, dispose d'un minimum de commodités. En face, à Yaoséi, pas d'égout, ni de fosses septiques. Les équipements publics de proximité font défaut. L'occupation de l'espace urbain se fait de façon anarchique, à tel point que l'unique canal d'évacuation des eaux est transformé en dépotoir par les populations. Face au désordre urbain, les municipalités semblent dépassées. On n'a plus de parcelles sur le périmètre de la commune. Si on restructure, il va falloir créer des espaces communs, des espaces publics, il va falloir créer des routes. Alors si on les déplace, c'est pour aller à Songon, où nous sommes obligés d'aller acheter des terres pour les recaser. Est-ce que les envoyer à Songon serait leur affaire, ceux qui seuls aller dans leur lieu de travail, qui sont proches de leur lieu de travail? Les professionnels de l'aménagement des espaces urbains proposent de restaurer ces habitats. Le programme de restauration consiste à apporter une amélioration à cet ensemble de niveaux d'équipements urbains pour requalifier le quartier. La ville d'Abidjan compte une centaine de quartiers précaires. Ils abritent près de 20% de la population abidjanaise. Certains de ces quartiers, peuplés anarchiquement, ont fait l'objet de restructuration. La restructuration consiste d'abord à créer un cadre légal d'occupation des espaces en attribuant aux résidents des titres de propriété. Puis, elle fait bénéficier aux populations d'un minimum d'équipements de base, assainissement, ouverture de voies. Mais ces actions d'urgence ne règlent pas tous les problèmes enregistrés dans ces quartiers précaires. L'évacuation correcte des eaux usées, par exemple, nécessite une viabilisation des terrains construits. Les VRD, voiries et réseaux divers, ont un coût significatif dans le budget d'acquisition de ces logements. Globalement, la viabilisation représente autour de 35 à 40% du coût d'acquisition des logements. Il y a plusieurs niveaux de viabilisation. Il y a des parcelles qu'on appelle les parcelles semi-viabilisées. Sur ces parcelles, l'éclairage public, l'eau potable est emmenée, et puis les plus grandes voies, les axes structurants subissent le bitumage. Les voies intérieures ne sont pas bitumées, mais bien stabilisées. Pour prévenir les constructions anarchiques et réglementer l'habitat dans son ensemble, l'État ivoirien dispose d'une politique d'urbanisation. Elle est mise en œuvre grâce aux outils de planification que sont le schéma directeur d'urbanisme ou le plan d'urbanisme directeur. Sur ces outils, il va être marqué là où il faut faire des activités commerciales, là où il faut faire par exemple des activités industrielles, et là où il faut faire de l'habitat. L'opérateur va chercher à avoir un espace dans ce que le schéma directeur a déclaré comme espace habitable et il va faire son opération. Dans cet espace-là, on vous dit, le règlement particulier d'urbanisme dit qu'ici, c'est 1+2 qu'il faut construire et que vous construisez 1+7 ou 1+12, on peut détruire votre immeuble. 3000 logements sont construits chaque année en Côte d'Ivoire par des promoteurs immobiliers. Le programme présidentiel de logements sociaux prévoit la construction de 150 000 logements d'ici à 2020. Grand-Bassam, Bingerville et Songon, 3 sites de la périphérie d'Abidjan, captent une importante partie de ces logements sociaux. Malgré le désordre dans certains quartiers, l'écriture architecturale de la ville d'Abidjan fait encore rêver. Samedi matin, une cinquantaine de touristes ivoiriens et européens arpentent les rues de la commune du Plateau. À l'époque, dans les constructions architecturales, c'était l'introduction de choses comme ça, de choses qui sont graphiques, qui rappellent un peu l'histoire du lieu, qui sont en lien avec la culture locale. J'aime quand même bien les bâtiments coloniaux, mais je vois qu'il y a beaucoup
Beaucoup de nouveaux bâtiments aussi qui se construisent à Abidjan. J'étais curieuse en fait d'entendre de la part d'un expert un peu l'histoire derrière ces bâtiments qui reflètent les différentes époques historiques. C'est important de savoir aussi comment le bâtiment a été construit et aussi l'image que ça donne et comment il dure dans le temps. Avec ses gratte-ciels, le Manhattan des tropiques, quoique inspiré de la modernité, ne renie guère la culture ivoirienne. C'est ce que perçoit Issa Diabaté, défenseur d'une architecture à l'ivoirienne, mais ouverte sur le monde. Au lieu d'avoir une concentration unique comme sur Abidjan, le plateau, où tout le monde vient tous les matins, tout le monde tombe dans les embouteillages, tout le monde, on perd en qualité de vie, on perd en temps. Alors que si on commençait à réfléchir à avoir des espaces, une multitude d'espaces urbains, peut-être à plus petite échelle, moins du million d'habitants, 500 000, avec des thématiques bien particulières par rapport à différents environnements, je pense qu'on arrivera à résorber une bonne partie du problème. Abidjan, 2119 km², rêve plus grand et travaille depuis quelques années à polir sa renommée de perle des lagunes. Deuxième grand titre de cette édition, le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques a ouvert ses portes hier vendredi ici à Abidjan. L'invité spécial est la princesse du Koweït, Cheikha Issa Saad Al Sabah, soutenue par la ministre de la Femme du Gabon et la représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Walter Amadou. Abidjan. Accueil et ambiance à l'ivoirienne. Une prestation de femmes bien appréciée. Nous sommes à la première édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Ce forum a pour but de promouvoir et célébrer les femmes talentueuses, ambassadrices du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Pour Jelika Yeo, l'initiatrice, ce rassemblement est un pari réussi. Plus de 2000 participants venus de 80 pays, dont 3 pays africains, le Maroc, la Tunisie et le Gabon. Plusieurs ministères présents, ainsi que la représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, ont salué et encouragé l'initiative. Ces officiels reconnaissent également que l'entrepreneuriat féminin a un réel impact socio-économique. Ceci signifie que le développement de nos pays dépend de nous, est fait par nous et passe par nous. La présente rencontre est une dynamique et une réaffirmation de soi et de nos valeurs. C'est la manifestation d'une volonté à faire entendre nos voix et nous épanouir. Le président Alassane Ouattara est soucieux de la promotion de la femme, de son leadership, de son autonomisation en matière économique, en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, en matière de paix et sécurité. La femme est au cœur de toutes les actions du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'invité spécial de cette cérémonie, la princesse du Koweït, Cheikha Issa Saad Al Sabah, dit être touchée par l'objectif de ce forum et s'engage à apporter sa contribution pour l'épanouissement de la femme ivoirienne. Je suis venue voir ce que les femmes présentent. Les fonds sont disponibles pour que nous puissions les aider, les accompagner dans leurs projets. Je m'engage à soutenir les femmes africaines de façon générale au travers de la Côte d'Ivoire. Des panels sur le thème « La femme incubateur du développement » et une visite des stands ont mis fin à cette première journée du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED 2018 qui s'étend sur 2 jours. Le programme national de lutte contre le cancer et médecins du monde ont organisé une rencontre avec les acteurs de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Objectif, mettre en place une stratégie efficiente de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Ami Sissoko. Cette dame est une miraculée du cancer du col de l'utérus. Sa survie, elle adore au dépistage précoce de cette maladie. J'ai connu le cancer du col de l'utérus en 2012 quand ma grande sœur Anna Maud m'a amené à aller faire le dépistage. Il s'est avéré que j'avais des lésions aussi précancéreuses qui ont été traitées, donc je suis guérie. Le cancer du col de l'utérus est causé par le virus du papillome humain. C'est un virus qui se transmet lors des contacts sexuels et c'est ce virus-là qui
avec certains facteurs tels que des partenaires multiples, tels que des infections, des co-infections avec le VIH, l'usage du tabac. Et c'est ce virus-là qui va faire malheureusement le lit du cancer. Chaque année, ce cancer est responsable de 266 000 décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est le deuxième cancer chez la femme après celui du sein. Ce sont 1800 nouveaux cas qui sont enregistrés par an. Pour y faire face, le Programme national de lutte contre le cancer et Médecins du monde se mettent ensemble pour une nouvelle stratégie. Surtout, stimuler la mobilisation des acteurs de lutte contre le cancer du col de l'utérus. La question du cancer du col de l'utérus est apparue comme une des problématiques clés qui est en forte phase de croissance dans les pays du Sud et auxquels il nous fallait absolument apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Un vaccin existe en plus du dépistage pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Tout saignement inhabituel chez la femme doit l'amener à se faire dépister dans un centre de santé. Dans le test de dépistage, le plus performant, c'est la réalisation du frottis. Le frottis va consister donc à faire un prélèvement de cellules au niveau du col, ce qui va permettre donc de faire le diagnostic. C'est une méthode qui revient chère et donc l'OMS a demandé que les pays africains, que nous mettons en place une méthode qui est simple. Il a été recommandé à la fin des travaux, entre autres, une sensibilisation massive sur le mode de transmission du virus papillome humain responsable de la maladie et d'impliquer l'ensemble de la population en vue d'une lutte efficiente contre le cancer du col de l'utérus. Les délégués de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, étaient en assemblée générale mixte il y a de cela quelques jours au siège de l'EGTCI à Trècheville. Cette assemblée générale mixte qui a rassemblé plus de 286 délégués avait pour objectif de faire le point de l'audit général de la MUGEFSI, commandité par les membres du conseil d'administration et d'adopter de nouvelles résolutions. Walter Amadou. La MUGEFSI, Mutuelle Générale de fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, n'est pas au bout de la faillite malgré les déficits des exercices précédents. Cette information est du président du conseil d'administration de la MUGEFSI qui était face à la presse après l'Assemblée générale mixte qui a enregistré la présence de plus de 286 délégués de cette structure. Toutes les factures de prestations de services exécutées et de fournitures livrées ainsi que tous les engagements dûment contractés sont honorés et à bonne date. La MUGEFSI aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 500 000 feuilles de soins traitées par an, mais c'est aussi à peu près 1,5 milliard de prestations payées par mois. Mesme Komoé souligne cependant que le conseil d'administration a constaté que l'un des produits complémentaires de la mutuelle, notamment Ivoire Santé, connaît des problèmes d'équilibre financier. Le montant des cotisations ne permet plus aujourd'hui de couvrir toutes les prestations fournies. La cotisation au régime Ivoire Santé désormais est fixée à 15 000 pour tous les fonctionnaires en dessous de 40 ans et à 25 000 pour tous les fonctionnaires au-dessus de 40 ans qui souhaiteraient maintenant faire acte d'adhésion. L'Assemblée générale a également adopté une résolution relative à la modification du décret instituant un régime obligatoire complémentaire au régime général de base de la CEMU en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Et nous allons changer de sujet. Chaque année, après les affectations des élèves en classe de 6e par la Commission nationale des orientations, les parents d'élèves contestent les résultats d'affectation ou d'orientation opérés en faveur de leurs enfants. Pour mettre fin à ces problèmes post-orientation, la direction de l'orientation et des bourses a apporté une innovation en la matière. Il est désormais possible pour les parents d'élèves d'affecter eux-mêmes leurs enfants en classe de 6e dans un établissement de leur choix à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. Pengene Sephora Zegui, Grâce Kando, regardez. Il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de 6e dans un établissement de leur choix, à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. Pour affecter l'élève, deux possibilités s'offrent aux parents. À partir d'un téléphone mobile, envoyé d'ordre par SMS au 230. Si vous préférez Internet, vous allez sur le site web www.ecom.gov
.mandob.ci.org. Dans les deux cas, vous suivez les instructions du serveur pour l'affectation de vos enfants. La direction des bourses et de l'orientation introduit cette innovation pour résoudre les problèmes post-affectation. Au terme de chaque année scolaire, les élèves de CM2 remplissant les conditions sont affectés en 6e par la Commission nationale d'orientation dans les différents établissements sur la base des vœux formulés par les parents pendant l'année scolaire. Malgré l'analyse minutieuse effectuée par cette commission, il est récurrent de constater que 10 à 18% des parents ne sont pas satisfaits des résultats au vu des réclamations post-orientation. Le projet d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e est une réponse à cette préoccupation des parents. Candia Camara, premier responsable de l'école ivoirienne, exhorte les parents d'élèves à s'approprier cette plateforme qui simplifie l'orientation de leurs enfants. C'est un procédé qui est simple, qui est facile avec l'expérience, qui est rapide et qui est efficace. Chers parents, vraiment je voudrais vous encourager à tenter cette nouvelle expérience avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour cette année, le projet est expérimenté dans le DRENET Abidjan 1, c'est-à-dire Cocody, Plateau, Agamé et Béjerville. L'opération d'affectation est prévue le 9 juillet pour finir le 26 du même mois. Les établissements d'excellence, comme le lycée Sainte-Marie, seront paramétrés avec les conditions spécifiques d'accès telles que le genre, l'âge, le total général des points et la nationalité. Autre sujet, la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a abrité lundi dernier le lancement officiel de l'opération d'évaluation des établissements universitaires privés. Et cette opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire ivoirien. Elle sera menée par des agents spécialisés. Patricia Omouetia. L'enseignement supérieur, dont l'accès est ouvert à tout bachelier, est assuré par 6 universités publiques, une université virtuelle, 28 universités privées, 46 grandes écoles publiques et 210 grandes écoles privées. La qualité de l'enseignement supérieur est devenue un débat préoccupant pour 3 principales raisons. Répondre aux besoins croissants des employeurs de compétences diverses et plus élevées, répondre à la demande sociale des parents sur la qualité des prestations dans l'enseignement supérieur et répondre enfin à une compétition internationale entre les établissements pour attirer les meilleurs étudiants et recruter les meilleurs enseignants. L'auto-évaluation va évaluer la transparence et l'impartialité du processus pour que le ministère ne soit pas juge et partie. Cet exercice qui court jusqu'au 13 juillet se fait sur la base d'une évaluation interne et externe, un processus qui devrait aboutir à des analyses, des résultats et des recommandations pour le développement des établissements supérieurs de recherche. La République du Cap-Vert a 43 ans. Depuis le 5 juillet dernier en Côte d'Ivoire, cet événement a été célébré par le consul honoraire accrédité dans notre pays, son Excellence Rodriguez El Cheikh. Occasion pour lui de saluer les bonnes relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Laurence Achaud, Wilfried Hermaneguivé. Une coupure de gâteau pour commémorer le 43e anniversaire de la République du Cap-Vert. Cette cérémonie marque également les 10 années d'existence du consulat du Cap-Vert en Côte d'Ivoire. Pour le consul honoraire, cette célébration témoigne également de l'excellence des relations qui existent entre son pays et la Côte d'Ivoire. Notre consulat a consenti ses efforts autour de 3 axes majeurs pour consolider les rapports fraternels, diplomatiques et coopératifs entre nos ressortissants et notre pays hôte, ainsi qu'entre nos 2 pays. À savoir, primo, faire connaître le Cabo-Verde à sa sœur patrie et redynamiser les rapports diplomatiques entre les 2 pays. Secondo, assurer la protection des biens et garantir la libre circulation de ses ressortissants dans la sous-région comme dans le pays d'accueil. Et enfin, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, vendre le potentiel touristique et le savoir-faire cabo-verdien, surtout en matière de gouvernance électronique dont nous sommes mandataires dans la sous-région. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le consulat a atteint ses premiers objectifs
car désormais la relation entre le Cabo-Verde et la Côte d'Ivoire va parfaitement bien et nous en sommes fiers. Archipel de 10 îles, le Cap-Vert est le premier pays insulaire de la sous-région et est réputé pour sa culture créole, afro-portugaise, sa musique, morna et ses nombreuses plages. Au Mali, pour terminer cette édition, la campagne pour la présidentielle a démarré officiellement ce samedi. 24 candidats sont en lice et briguent tous la présidence. Le premier tour de l'élection est prévu le 29 juillet prochain. Les premiers meetings vont être organisés et les programmes de chaque candidat détaillés. Ils ont 21 jours pour convaincre les 8 millions d'électeurs maliens. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.